Nous sommes au début de l'année 2026 et l'économie mondiale vient de franchir un point de non-retour. Oubliez les cycles classiques et les théories économiques des manuels scolaires, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Avec une dette américaine qui dépasse désormais les 38 000 milliards de dollars et des intérêts qui engloutissent pratiquement 1000 milliards par an, la mathématique budgétaire a pris le pas sur la stratégie monétaire. Pour le dire simplement, le gouvernement US ne peut plus se permettre des taux élevés sans que ça ne fasse des dégâts considérables. En parallèle, on assiste à une crise institutionnelle sans précédent. La guerre entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale n'est plus une simple tension politique, c'est devenu un affrontement public. Entre les menaces visant Jérôme Powell et les pressions directes de l'administration pour forcer la baisse des taux, l'indépendance de la Fed est plus fragile que jamais. Mais pendant que les gros titres se concentrent sur ce duel politique, on signe doucement la fin du resserrement monétaire. Discrètement certes, mais c'est la direction qu'on est en train de prendre. Entre ça et le retour en force de l'impérialisme américain et toutes les tensions géopolitiques qui s'enchaînent, on vit un véritable chaos macroéconomique. L'écosystème crypto commence lui aussi à changer de statut. Exit la spéculation, tout ça devient un enjeu de sécurité nationale. Nous sommes peut-être en train de basculer dans un monde où les actifs rares sont les seules bouées de sauvetage. Ça me paraissait important de faire un petit point un peu plus macro que d'habitude, parce qu'on est en début d'année et que tout bouge très vite dans cette période. Il y a un constat qu'on ne peut pas ignorer. Dorénavant, l'arithmétique budgétaire est le moteur principal de tout ce qui se passe sur les marchés. 38 000 milliards de dollars de dette américaine, certes c'est colossal, mais le plus alarmant c'est pas vraiment le montant, c'est le coût de son entretien. Le coût annuel du service de la dette atteint aujourd'hui 3,2% du PIB américain. C'est un record et la dernière fois que c'était aussi haut, c'était en 1991. Alors pour rappel, en 91, on avait l'embarras du choix niveau séisme macroéconomique. Déjà la chute de l'URSS, le choc pétrolier de la guerre du Golfe, une récession, des bulles financières qui explosent dans tous les sens et j'en passe. Concrètement, aujourd'hui, pour chaque dollar collecté par les impôts aux États-Unis, c'est 20 centimes qui vont dans le remboursement de cette dette gargantuesque. Le remboursement des intérêts de la dette, c'est le premier poste de dépense en 2024 aux USA, devant la défense. Les économies sont en proie au dérèglement, on observe des inversions de tendance un peu partout. Les secteurs qui ont bien performé ces dernières années, genre la tech ou la finance par exemple, sous-performent clairement. A l'inverse, les matières premières, l'énergie et tous les secteurs qui étaient un peu en retard sont en train de tout rattraper. On est officiellement entré dans ce que les économistes appellent la dominance fiscale. Je vous en ai déjà parlé rapidement, c'est un point de bascule où les banques centrales perdent de facto leur indépendance. C'est pas dit explicitement, évidemment, mais c'est insinué. On est dans une situation où la Fed devient de plus en plus obligée de baisser ses taux. Le refinancement de la dette, et par extension la stabilité économique des États-Unis, en dépendent. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'a éclaté le duel entre la Maison-Blanche et la Réserve fédérale, justement. L'administration Trump, par le biais du département de la justice, le fameux DOJ, a décidé d'ouvrir une enquête criminelle sur Jérôme Powell, le président de la Fed. En substance, le DOJ reproche à Powell d'avoir menti sous serment devant le Congrès concernant la rénovation du siège de la Fed. Un projet dont le coût a explosé pour atteindre 4 milliards de dollars. D'après eux, Powell aurait nié de mauvaise foi la présence d'équipements de luxe comme du marbre neuf, des ascenseurs privés, des terrasses de toit ou des salles à manger VIP, entre autres. Et ça, alors même que des plans datant de 2021 les mentionnent explicitement. Pour le président de la Fed, ces accusations ne sont qu'un prétexte utilisé par l'administration pour l'intimider et le forcer à céder sur la baisse des taux d'intérêt. Au-delà de la nature inédite du conflit, ça crée des incertitudes assez énormes sur les marchés. On arrive à un point où on ne sait même pas si Powell pourra terminer son mandat, qui est censé prendre fin en mai. L'enquête criminelle du DOJ contre Powell est perçue par les économistes comme une menace existentielle pour l'indépendance de la Réserve fédérale, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour le portefeuille des citoyens. C'est pas pour rien si les banquiers centraux du monde entier se sont mobilisés dans une déclaration de solidarité commune. Si la pression exercée par l'administration Trump pour baisser les taux peut offrir un soulagement temporaire et soutenir les marchés financiers à court terme, une Fed soumise au pouvoir politique risque de déclencher une inflation galopante et une hausse des taux d'intérêt à long terme, notamment pour les crédits immobiliers. Ça risque de pas être très beau à voir. On a tiré des leçons de la stagflation des années 70. Les analystes soulignent qu'une perte de confiance dans l'institution monétaire conduirait inévitablement à une volatilité accrue et aussi à une érosion durable du pouvoir d'achat, transformant un gain politique immédiat en un affaiblissement structurel de l'économie américaine. Sur le papier, l'année dernière affiche une santé insolente avec une croissance robuste et une bourse qui enchaîne les records. Pourtant, derrière ces chiffres se cache une réalité glaciale que les économistes appellent l'économie en K. Imaginez deux trajectoires opposées, la branche ascendante du K qui profite aux ménages les plus riches, dont la fortune explose grâce à leurs placements financiers, et à l'inverse, la branche descendante qui subit de plein fouet une récession à l'embauche et un coût de la vie qui reste étouffant. C'est une fracture brutale où la prospérité des uns masque la détresse financière des autres, piégés entre des factures d'énergie en hausse et un accès au crédit de plus en plus coûteux. Pour ces Américains, les salaires peinent à rattraper l'inflation, tandis que les dettes des cartes de crédit atteignent des sommets avec des taux de retard de paiement au plus haut.
Pour essayer d'enrayer le phénomène, Trump a même proposé de limiter le plafond des intérêts à 10% sur les cartes de crédit. Mais faut pas se leurrer, hein, Trump, c'est pas un Robin des Bois sauveur du peuple. Les élections de mi-terme arrivent à grands pas et surtout, c'est une façon de faire pression sur la Fed encore une fois. Si les taux de la Fed restent élevés alors que les banques ne peuvent facturer que 10%, leur marge elle s'effondre, c'est à double tranchant. Soit la Fed va devoir s'aligner et baisser les taux, soit on court tout droit vers une situation où l'on prête encore moins d'argent aux profils les plus modestes. Bon, dans les médias, on s'arrache beaucoup les cheveux sur les taux d'intérêt et sur la guerre entre la Fed et la Maison Blanche, certes, mais il y a autre chose qu'on devrait regarder. On assiste en direct à une métamorphose technique majeure avec le passage du resserrement quantitatif vers un nouveau régime appelé RMP pour Reserve Management Purchase. En décembre dernier, la Fed a officiellement mis fin à la réduction de son bilan. La raison est simple, les réserves bancaires étaient devenues trop basses, menaçant de gripper le marché du repo. Pour la faire très courte, c'est un marché de prêts à très court terme qui permet aux banques, aux fonds d'investissement et aux hedge funds de s'échanger des liquidités contre des garanties de haute qualité. C'est un peu la plomberie du système économique si vous voulez. Pour éviter un crack systémique similaire à celui de 2019, la Fed a lancé ses RMP. Elle achète désormais pour 40 milliards de dollars de bons du trésor chaque mois. Officiellement, la Banque centrale jure que ce n'est pas du quantitative easing, car elle ne cible que la dette à court terme pour stabiliser le système. Mais bon, entre nous, c'est une distinction purement sémantique. Dans les faits, la Fed crée de la monnaie pour éponger la dette de l'État. C'est de la liquidité nette injectée dans le circuit, c'est du quantitative easing en un sens. Le truc, c'est que la Fed n'est plus seule aux commandes de tout ce chantier. Le Trésor américain, sous l'impulsion de l'administration actuelle, utilise son propre compte à la Fed, le TGA, comme un véritable levier de réglage économique. Le mécanisme est un peu particulier quand le Trésor dépense l'argent de ce compte pour financer des projets et des prestations, il injecte massivement des dollars dans l'économie réelle et les marchés. Avec les besoins de financement records de ces derniers mois, on assiste fréquemment à des épisodes de double injection, où la Fed achète de la dette pendant que le Trésor dépense son cash. Cette situation rappelle étrangement la fin de l'année 2019 justement dont je vous parlais tout à l'heure. À l'époque, une crise de liquidité technique avait forcé la Fed à intervenir en urgence. Dans les mois qui ont suivi, malgré une économie réelle déjà fragile, les marchés boursiers et le Bitcoin avaient connu des rallyes vertigineux. Le message ici, c'est peut-être qu'il ne faut pas se laisser distraire par la petite guéguerre entre Trump et Powell. Dans un régime de dominance fiscale comme dans celui qu'on est en train de mettre en place, la liquidité ne se contracte plus réellement. Elle change simplement de nom et de canal pour continuer à soutenir le système. Un autre point d'instabilité nous vient directement du billet vert lui-même. Le dollar est en train de muter, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, sans vraiment rentrer dans les détails. On entend souvent que la crypto va tuer le dollar, mais là on est peut-être en train d'assister à l'inverse. Les États-Unis sont en train de transformer la crypto en bouclier pour leur propre hégémonie. Regardez le secteur des stablecoins. Dans un monde où les investisseurs étrangers hésitent de plus en plus à financer la dette américaine à cause de l'instabilité politique à Washington, les émetteurs de stablecoins sont devenus les nouveaux clients de l'État. Ils achètent massivement de la dette américaine pour garantir leurs tokens. Et cette mécanique a été rendue obligatoire par le Genius Act, il faut le savoir. Le secteur des stablecoins est devenu l'un des plus gros acheteurs de dette américaine au monde. Ça vous le savez, Tether fait partie des plus gros acheteurs de bons du Trésor US. Et l'administration Trump l'a bien compris. Encourager la crypto, c'est pas seulement faire plaisir à une base électorale, c'est créer de la demande pour le dollar. C'est une forme d'impérialisme numérique. On exporte la monnaie américaine directement sur la blockchain. Mais cette mutation crée une nouvelle hiérarchie. Dans ce système qui se dessine, le dollar reste l'outil de la dette et des transactions. Le flux donc. Tandis que de l'autre côté, Bitcoin s'impose comme l'equity du monde, le stock. C'est le passage d'un système basé sur la confiance envers des hommes, comme Powell ou Trump, à un système basé sur la vérité mathématique. Quand la confiance institutionnelle s'effondre, comme c'est le cas avec ce duel devant le Doge par exemple, le marché cherche instinctivement une constante. Bitcoin devient une référence fixe dans un environnement où toutes les autres variables, qu'il s'agisse des taux ou de la masse monétaire, sont devenues politiques. Et on remarque bien cette nécessité de référence avec le rallye récent des métaux précieux. Aujourd'hui, posséder du BTC, c'est plus seulement parier sur une technologie, c'est posséder une part de l'infrastructure qui échappe à cette fameuse dominance fiscale. L'invention de Satoshi Nakamoto ne peut pas être manipulée à loisir pour sauver un gouvernement. Et puis cette fracture sociale dont on parlait, cette fameuse économie en K, c'est précisément là que la crypto change pas mal de choses aussi. C'est plus un casino à ciel ouvert réservé à l'élite du haut du K qui cherche à faire fructifier son surplus de liquidité. Pour la branche descendante, celle qui subit l'inflation et le durcissement du crédit, la crypto devient une rampe de sortie. Pensez-y un instant, je vous le disais, quand l'État impose un plafond de 10% sur les intérêts des cartes de crédit, les banques traditionnelles prises en étau entre ce plafond et des taux élevés vont simplement arrêter de prêter aux profils les plus fragiles. On court tout droit vers une exclusion bancaire massive. Les protocoles de DeFi tirent leur épingle du jeu dans ce genre d'environnement. C'est le seul endroit où le capital peut encore circuler sans permission, sans discrimination politique et sans les marges étouffantes des banques traditionnelles. Le duel entre Trump et Powell nous a montré une vérité brutale. Dans un régime de dominance fiscale, l'argent est devenu une arme de guerre. Si même le président de la banque centrale la plus puissante du monde peut être visé par des enquêtes criminelles pour des motifs politiques, alors personne n'est à l'abri. Aujourd'hui c'est Powell, mais demain ce sera peut-être nous, les épargnants, qui sait.
Dans ce contexte, la détention de ces clés privées n'est plus une paranoïa de puriste, c'est une nécessité stratégique. C'est la seule façon de posséder un actif qui ne peut pas être gelé, saisi ou dilué par un décret présidentiel ou une décision de justice. On arrive à un point de bascule où la notion même de taux sans risque est en train de changer. Pendant des décennies, le rendement des obligations d'État américaines était la référence absolue de la sécurité. Mais si la Fed perd de son indépendance et que la monnaie devient un outil pour servir les intérêts budgétaires de l'État, est-ce que prêter à cet État est toujours sans risque? Pour un nombre grandissant de personnes, la véritable stabilité ne se trouve plus sur le bilan de la Fed, mais dans l'infrastructure décentralisée de la blockchain. Notre industrie est en train de s'imposer, non plus par amour des nouvelles technologies, mais par nécessité macroéconomique, et ça change tout. Au fond, ce qu'il faut retenir de ce début d'année, c'est qu'on n'est peut-être pas en train de vivre une simple crise passagère, mais une mise à jour forcée de tout notre système de valeurs. Le duel entre la Maison-Blanche et la Fed, la saturation de la dette, la situation géopolitique de plus en plus tendue ne sont que les symptômes d'un modèle qui arrive au bout de sa logique. On ne peut plus réparer le passé avec les outils qui l'ont brisé. Bon, mais quand même, si le système institutionnel semble vaciller, l'infrastructure de demain, elle est en train d'arriver à maturité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons pour la première fois des outils pour ne plus être les simples spectateurs des manœuvres économiques des puissants. Que ce soit par la rareté de Bitcoin qui agit comme une digue contre la dévaluation de la monnaie, ou bien la DeFi qui commence à offrir une alternative concrète et crédible à un crédit bancaire de plus en plus politisé, la souveraineté n'est plus un concept philosophique. Ça devient une réalité technique à portée de main. Encore une fois, on était sur une vidéo un peu plus macro, mais vous le savez maintenant, notre écosystème ne peut plus être systématiquement traité en marge de la grande mécanique financière mondiale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer de surveiller tout ça avec vous sur notre canal Telegram d'actualité, alors n'hésitez pas à venir y jeter un œil, on vous résume toute l'actualité crypto en direct et ça fait vraiment gagner un temps de fou. Le marché crypto entre dans une phase charnière. Où en sommes-nous réellement? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2026? Kara va analyser tout ça dans un grand live spécial le mercredi 21 janvier à 20h. Les inscriptions sont ouvertes, alors n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en description. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle manière d'appréhender les marchés qui est en train de se dessiner, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.